Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi, tous les mardis de 12h30 à 13h en direct sur Décideur TV et sur MyTF1 News. Nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jérémy Lamry, directeur général de Monkey-Tie, site de recrutement par affinité, et Stéphane Dahan, directeur du recrutement du groupe Alten, un leader européen d'ingénierie et de conseil en haute technologie. Messieurs, bonjour et bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Trouver un travail relève aujourd'hui bien souvent du parcours du combattant et pourtant, plus que jamais, les candidats, les demandeurs d'emploi aspirent à décrocher un job qui réponde à leurs attentes profondes. Et c'est de ce constat qu'est né le site Monkey-Tie, offrant une solution de recrutement sur la personnalité. Directement inspirée des sites de rencontres traditionnels, cette solution propose de combiner qualité professionnelle et qualité humaine pour faire se rencontrer recruteurs et candidats. Alors, choisit-on son entreprise comme on choisit son conjoint? C'est le thème des Décideurs de l'Emploi du jour. Pour résumer, Jérémy Lamry, vous proposez des coups de foudre professionnels, c'est cela? Alors, pour coup de foudre, c'est un gros mot puisque je considère qu'il n'y a pas de profil unique. Ça, c'est une première chose très très importante. Et on parle ici de recrutement affinitaire. Alors, le recrutement affinitaire, Stéphane, je pense, en parlera mieux que moi. C'est quoi? Aujourd'hui, on passe le tiers de sa vie au travail, littéralement. Avant aussi, vous me direz. Le fait est que au travail, on se sent bien quand on peut être soi-même, quand on peut rester la même personne. On est en crise. C'est le parcours du combattant pour trouver du travail et pourtant, plus que jamais, comme vous l'avez dit, les candidats aspirent à plus de bien-être au travail, dans leur vie de manière générale. Alors, comment fait-on? Je crois que vous appuyez sur un bilan de personnalité, le Big Five. Qu'est-ce que vous testez justement pour réaliser cette jonction d'affinité entre le candidat et l'entreprise? Alors, comme vous l'avez dit, on s'est inspiré du principe des sites de rencontres où l'idée est de prendre en compte les aspirations de chacun pour se rencontrer. Mais soyons clairs, on reste dans le domaine, dans la sphère professionnelle, dans le domaine du recrutement. Un recrutement réussi, c'est quoi? C'est un recrutement qui prend en compte le savoir-faire, mais aussi et surtout le savoir-être. La fameuse personnalité et l'affinité avec la culture d'entreprise. Alors, quels sont les traits de personnalité que vous testez quelque part? Alors, on évalue, donc bien sûr, on prend en compte le CV, mais sur l'aspect personnalité, on évalue les 5 grands traits de la personnalité qui sont présents chez tout le monde. Donc, simplement développer de manière différente chez chacun. L'extraversion, la conscience professionnelle, l'ouverture d'esprit, la convivialité et la stabilité émotionnelle, qui est un bien grand mot pour dire résistance au stress. Alors, l'affaire est d'importance puisque le recrutement, c'est une étude de Harris Interactive pour Career Builder. Il a été démontré que le coût d'un recrutement serait de 40 000 € et que cette année-là, sur cette étude qui date de fin 2012, 53% des employeurs interrogés déclaraient avoir fait des erreurs de recrutement. Stéphane Dahan, je me retourne vers vous. Est-ce que justement ce recrutement affinitaire, c'est la solution pour éviter ces erreurs de casting? Bien, tout d'abord, en effet, ce qu'il faut noter, c'est que le recrutement n'est pas une science exacte et on se trompe régulièrement, on continuera à se tromper. Est-ce que cet outil est intéressant? Forcément, puisqu'il va permettre au RH une aide à la décision, finalement, vis-à-vis de 5 critères qui sont en effet non négligeables et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour orienter notre recrutement et notamment chercher des potentiels et des qualités plutôt qu'en effet uniquement un CV ou un diplôme. Alors, pourtant, Alten, c'est une grosse SS2I, c'est plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce sont majoritairement des ingénieurs, vos employés, 14 100 ingénieurs répartis dans 16 pays. Est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt des neurones que vous recherchez plutôt que des personnalités? Alors, comme vous l'avez noté, nous recrutons des ingénieurs. Alten est une société d'ingénieurs. Nous recrutons exclusivement des ingénieurs qui sont diplômés de grandes écoles d'ingénieurs et d'universités, donc qui sont des diplômes d'État et admis par la commission des titres de l'ingénieur. Donc je dirais que de ce point de vue-là, on a
normalement pas trop de soucis à se faire. Après, j'aimerais mettre le point sur le métier d'Alten. En effet, nos ingénieurs sont de formation Bac+5. Ceci étant, ce sont des consultants et au quotidien, ils ont régulièrement contact avec des clients pour aller convaincre et rassurer nos clients sur leur capacité à développer leurs études en termes d'engagement. Alors bien entendu, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la personnalité, puisqu'on est dans un métier en effet de communication, un métier où il faut être mobile intellectuellement, donc on va parler d'ouverture d'esprit, notamment de conscience professionnelle également, et c'est sûr que lorsqu'on est une société comme Alten qui évidemment brassons énormément de CV chaque année, de pouvoir nous faire accompagner notamment pour filtrer quelques dossiers par rapport à ces critères-là qui sont importants, ça peut forcément nous aider dans notre sélection. Alors Jérémy Lamery, comment effectivement on arrive à dresser un portrait robot réparti dans ces 5 personnalités? Vous l'avez dit, stabilité émotionnelle, conscience professionnelle, ouverture d'esprit, convivialité et extraversion. Comment vous évaluez le niveau sur chacun de ces critères? Très simplement, le point le plus important, c'est de vraiment prendre du recul par rapport à un tel questionnaire. Ce qu'on fait, donc déjà, on n'invente pas ce questionnaire. On a repris quelque chose qui existe depuis plus de 40 ans, qui est objectivé, prouvé, testé. Ce questionnaire de personnalité, il va vous demander, est-ce que vous êtes plutôt sociable ou dynamique? Vous allez me dire, je suis les deux. Je vais vous demander, qu'est-ce qui vous caractérise le mieux parmi les deux? Et je vous fais répéter cet exercice. Vous demandez aux candidats de choisir entre 2 adjectifs qui, a priori, ont une connotation positive, c'est ça? C'est ça. Voilà, ce qui évite le biais, peut-être justement. Et c'est le recoupement de ces adjectifs qui permet de dresser dans les grandes lignes, et j'insiste bien sur dans les grandes lignes, un bilan de personnalité du candidat. Donc, on n'est pas monolithique, on n'est pas à un instant T, on est une personne et on évolue, et on le sait bien. Simplement, on a des grands traits de personnalité qui vont nous caractériser. On est plutôt une personne extravertie, plutôt une personne qui va être portée sur la conscience professionnelle. Et pour chaque métier, on a des besoins différents. Alors, vous savez, cette émission, c'est aussi donner la parole à ceux qui nous écoutent, aux internautes. Germain demande combien de questions sur la personnalité demande Monkey-Tai. Voilà une question un peu précise. Bien sûr. Voilà. Pour, par exemple, cerner le niveau de conscience professionnelle, vous posez combien de questions? Alors, en fait, on ne cerne pas un niveau en particulier. Hein. C'est-à-dire que vous prenez le questionnaire, 8 minutes, et en 8 minutes à peine, on est capable de dresser vos 5 grands traits de personnalité. Donc simplement en comparant des couples d'adjectifs, comme par exemple, comme je vous ai expliqué, sociable et dynamique. D'accord. Donc 8 minutes et c'est tout. 8 minutes. Et combien de questions? Donc ça représente environ 150 couples de questions. D'accord. Donc, sachant que c'est du clic au feeling. Et alors, quelles questions vous posez aux recruteurs, à l'entreprise? Alors là, vous touchez au point de ce qu'est finalement Monkey-Tai, puisque Monkey-Tai ne se résume pas au CV et à la personnalité, mais prend également en compte les grands traits de la culture d'entreprise. Ces 3 éléments, CV, personnalité, culture d'entreprise, sont les clés d'un recrutement réussi. La culture d'entreprise, on a un questionnaire côté candidat qui se remplit en quelques minutes et sur des questions qui touchent finalement au moteur et aux motivations des candidats. Et côté entreprise… Qu'est-ce qui vous motive dans l'action? Exactement. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de rejoindre une boîte et d'y rester? Qu'est-ce qui fait que quand vous vous levez le matin, vous avez la niaque? Et côté entreprise, en fait, on va prendre en compte comment s'y prend l'entreprise pour attirer et garder les talents. Quels sont ces leviers que l'entreprise met en avant pour attirer de nouveaux talents? Alors justement, Stéphane Dahan, quelles sont les valeurs d'Alten que vous mettez en avant? Alors, il y a 3 valeurs d'Alten principales et 2 qui vont toucher notamment à notre sujet d'aujourd'hui. La première, c'est la culture d'ingénieur. Comme vous l'avez très bien noté tout à l'heure, c'est une entreprise qui est composée de 90% d'ingénieurs, donc forcément, on est à même en rencontrer plusieurs. La seconde, c'est la croissance rentable et durable. Il faut bien noter que par son rayonnement international, Alten est positionné sur les gros projets des industriels au niveau national et transnational qui vont donc permettre à nos ingénieurs d'évoluer et de se déployer. Et puis le dernier et non des moindres, c'est le développement du capital humain. En effet, c'est fondamental dans une société d'ingénierie.
notre savoir-faire, notre savoir-être nous permet d'être les leaders et de pouvoir garantir encore une fois à nos clients les meilleures interventions. Alors, si on s'intéresse vraiment là, et ce qui est le cœur de notre sujet, aux valeurs que vous souhaitez retrouver chez vos candidats, moi sur votre site, je suis allé me balader sur votre site internet, vous mettez en avant la loyauté, la transparence, l'humilité, la créativité, l'innovation. Est-ce que c'est bien le cas? Je pense que là, vous venez de décrire les valeurs d'un ingénieur, donc forcément, oui, on va les porter. Comment on les détecte justement chez un candidat? Bien, si on doit en effet se baser sur les 5 critères dont on a parlé tout à l'heure, on parle beaucoup d'extraversion au niveau des ingénieurs, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser le plus, puisque ça se développe. Et chez Alten, on a une académie de formation sur laquelle on va s'appuyer pour développer le comportement et les qualités humaines de nos collaborateurs. En revanche, la conscience professionnelle qui est importante, puisque forcément, on a encore en face de nous des clients sur lesquels on doit s'engager, est très importante. Et puis l'ouverture d'esprit, forcément, capacité d'adaptation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos ingénieurs évoluent sur des secteurs différents, de manière transverse, et doivent s'adapter sur chaque projet aux enjeux, à l'environnement et à l'objectif que leur est fixé sur ces projets-là. Donc voilà les axes qu'on va évidemment évaluer sur nos candidats. Alors, il y a une autre valeur que vous mettez en avant, c'est la diversité. Est-ce qu'avec cette solution de matching, finalement, on va présélectionner en amont par un système finalement informatique? Est-ce qu'on n'a pas tendance à la tuer, cette diversité? Écoutez, je ne pense pas, parce que la diversité, elle est autre. Si on parle de diversité chez Alten, c'est déjà 22% de femmes ingénieurs, et on tend à en avoir beaucoup plus, puisque c'est important dans ce métier-là. Et là, les critères, je dirais, ne prennent pas en compte le genre ou ce type de choses, donc en aucun cas ce sera discriminant. C'est plus de 170 spécialités différentes, donc les écoles d'ingénieurs, les universités, là aussi, il n'y a pas de discrimination. Et puis, je dirais, tout ce qui est lié à la promotion du métier de l'ingénieur, qui est fondamental. Là aussi, on a des axes de développement très proches avec des associations comme Elle Bouge pour faire la promotion des métiers d'ingénieurs auprès des femmes, comme Pascaline, qui est une association qui va faire la promotion des métiers du numérique, cette fois auprès des lycéens. C'est aussi ça l'engagement qu'on a au niveau du métier d'ingénieur et qui nous permet cette diversité, sans oublier évidemment que Alten recrute 50% de jeunes ingénieurs, c'est-à-dire sortant d'école, et ça je dirais que c'est une de nos plus grandes fiertés de pouvoir lancer ces ingénieurs dans une carrière où en tout cas chez Alten ils trouveront constamment du challenge. Merci beaucoup Stéphane. Oui, pour rebondir sur ce que dit Stéphane et même pour aller un peu plus loin, aujourd'hui le recrutement en ligne c'est quoi? Quand vous êtes candidat, on vous demande de poster votre CV. On vous demande de poster votre CV et merci, au revoir. On vous recontactera éventuellement ou pas. Donc le premier filtre aujourd'hui se fait par le CV. C'est un fait, c'est comme ça depuis très longtemps. Ce qu'on propose, c'est de prendre en compte un autre élément qui permet aux recruteurs de prendre une décision bien plus éclairée sur la manière dont on va présélectionner ces candidats. Pour faire simple, on diminue l'importance relative du CV. Donc c'est-à-dire le nom de l'école va moins compter. Votre expérience va moins compter. C'est important, mais on prend conscience d'un coup que la personnalité est un élément tout aussi important. Donc j'ai envie de dire, là, on entre vraiment dans un des pans du recrutement responsable. On élimine l'aspect de clonage. Alors, je vous remercie de votre réponse. Si on continue un peu la métaphore sur l'amour, eh bien, on peut dire qu'il y a deux écoles dans ce domaine. Celui qui est d'ailleurs résumé par deux dictons. Le premier, c'est qui se ressemble, s'assemble. Et le second, c'est les contraires s'attirent. Alors, quand on est un recruteur, et effectivement, et qu'on a conscience du coup que la personnalité entre en jeu, c'est votre cas, Stéphane Dahan, quelle logique suivez-vous? Déjà, c'est un peu, la comparaison est un peu tirée par les cheveux, si j'ose dire, parce que il me semble qu'en effet, deux personnes qui se rencontrent, les deux se recrutent finalement. Alors quand on a un candidat à une entreprise, le risque, il est quand même sur l'entreprise de s'engager à travers un recrutement, et ça, c'est important. D'autre part, puisque si vous voulez faire des comparaisons, on peut en faire, on n'a pas de statistiques sur les recrutements de rencontres, sur combien de temps ça dure derrière, ou finalement quel est le taux de transformation, parce que c'est bien des milliers de gens se rencontrent, mais
on ne sait pas jusqu'où ça va. Ce qui nous intéresse, nous, dans le recrutement, ce n'est pas juste de recruter quelqu'un, c'est sa carrière dans l'entreprise, c'est sa longévité, c'est sa capacité à apprendre et à se projeter dans l'entreprise. Et ça, en effet, ce sont des valeurs ou des qualités très profondes qu'on va se devoir, je dirais, de développer derrière. Donc, encore une fois, c'est une aide. On ne peut pas parler de coup de foudre. On continuera à se tromper. Et je dirais qu'ensuite, il y a un point qui est fondamental en tant que recruteur, pour reprendre vos deux citations. La première, c'est quand on recrute pour soi, en effet, on dit souvent qu'on recrute à son image et qu'on cherche à se recruter soi-même. Ceci étant, quand on parle de recrutement et de cabinet ou d'équipe recrutement dans une entreprise, ce qu'il faut bien noter, c'est que nous, on recrute pour d'autres personnes. Et donc, notre job, c'est de s'assurer en effet qu'il va y avoir un vrai matching entre le candidat et l'équipe qui va le rejoindre. Et donc, notre avis personnel en termes de recruteur, il va falloir évidemment l'effacer pour pouvoir plus travailler cette adaptation dans l'équipe qui va intégrer cette personne. Et là, on parle d'équipe, hein, donc on ne parle plus d'une personne versus une personne, mais en effet, toute une équipe, c'est important de bien prendre en considération justement l'intégration de cette personne dans une équipe globale. Alors, nous allons justement passer, Stéphane Nahan, à notre rubrique « Les postes à pourvoir ». Alors, combien de recrutements prévoyez-vous sur 2014 chez Alten? Eh bien, nous prévoyons 2800 recrutements, décomposés de la manière suivante. Ce sera 2500 ingénieurs, avec une proportion de jeunes diplômés à hauteur de 40%, 40 à 45%, et environ 300 personnes sur les fonctions support, c'est-à-dire business manager, et tous les métiers qui font évidemment marcher l'entreprise. Alors, est-ce que vous allez tous les recruter par le système Monkey Die, le recrutement par affinité? Alors, malheureusement, quand on a cet objectif, on ne peut pas se servir d'une seule source de recrutement. Ce qu'il faut savoir, notamment quand on recrute des jeunes ingénieurs, eh bien on va les rencontrer directement dans leurs écoles. On est en partenariat avec plus de 70 écoles d'ingénieurs et universités aujourd'hui. C'est bien pour aller les rencontrer au plus tôt, les orienter. Sachez qu'on fait beaucoup de conseils RH dans les écoles justement pour le développement personnel. Et donc c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir repérer nos talents de demain. Alors l'OREM demande, est-ce que vous êtes plus satisfait du recrutement par Monkey Die que par d'autres moyens? Alors après, je dirais que ça va dépendre surtout des fonctions. Ce qui est clair, c'est que forcément le marché de l'ingénieur est très compétitif en termes de recrutement. C'est un marché qui subit très peu la crise, je dirais, puisque à ce jour, on a chez Alten des centaines de postes ouverts qui ne sont pas comblés. Donc je dirais que sur cet aspect-là, au-delà de la qualité, en effet, c'est déjà trouver les bonnes personnes. Alors sur quel type de poste? Alors, comme on l'a dit précédemment, Alten intervient sur 3 métiers, l'ingénierie et le conseil en technologie, le système d'information et les réseaux et les télécommunications. Ces secteurs qui adressent l'ensemble de l'industrie française, du tertiaire et des télécoms, nous demandent de recruter l'ensemble des disciplines de l'ingénieur. Donc si on doit parler au niveau macroscopique, on parle d'électronique, on parle d'informatique, de télécommunications, de mécanique et des métiers liés à des secteurs comme l'énergie notamment, qui sont des métiers sur lesquels on recrute énormément aussi. Dans ces différentes disciplines, on va recruter de jeunes ingénieurs d'études jusqu'à des spécialistes, des chefs de projet pour accompagner le management aussi de nos projets. Alors, quels sont les profils émotionnels, entre guillemets, sur ces postes-là que vous recherchez? Alors si évidemment, on reprend peut-être la grille d'évaluation de Monkey Die. Pour reprendre ce qu'a dit Jérémy tout à l'heure, il faisait allusion au stress lorsqu'il parlait de stabilité émotionnelle. Bien entendu, mais j'ai envie de vous dire, en tout cas dans tout métier d'ingénieur, et là je sors un petit peu d'Alten, le métier d'ingénieur est un métier sur lequel on a un stress, mais un bon stress, un stress positif, un stress qui nous permet d'atteindre l'objectif, qui nous permet également d'être créatifs sur notre capacité à trouver des solutions. Bien entendu, il faut quand même des gens combatifs, qui aiment le challenge et surtout qui ont un énorme niveau d'engagement. Donc ce point-là est forcément important. Alors, comment montrer ces traits de caractère? Eh bien, sur un CV et un entretien, eh bien, c'est le moment de notre rubrique Conseil aux candidats. Et on commence par les 3 conseils CV. Stéphane Nahan, quels seraient les conseils que vous pourriez donner? Alors, en préparant cette émission, j'ai réfléchi pour peut-être sortir un petit peu du cadre, puisque c'est vrai qu'on retrouve souvent les mêmes conseils. Je vais certainement en réutiliser quelques-uns, mais j'aimerais rentrer un peu dans le détail, notamment pour garder le sujet des compétences et des qualités comportementales. Donc la première, c'est la lisibilité du CV, le fait qu'il soit synthétique et accrocheur. Ça, c'est mon premier conseil. Le second, c'est d'adapter le CV au poste
ou à l'offre auquel on postule, puisque nous n'avons pas qu'un seul CV, on peut se représenter de manière différente. Mais le troisième, et qui met un point d'attention à mon deuxième, c'est de ne pas mentir et d'être cohérent sur son CV. On se rend compte que pratiquement 60 à 70% des CV qu'on reçoit sont trafiqués. Alors, trafiqués, attention, arrangés, modulés, etc. Le risque aujourd'hui, c'est qu'on peut très rapidement vérifier l'information, notamment à travers les réseaux, comme le font nos candidats. On va aussi se renseigner sur leur parcours. Alors, Jérémy Lamry, est-ce qu'il faut ajouter à ces 3 conseils, peut-être d'ajouter quelques lignes sur ces traits de personnalité? Alors, sur le CV. oui, donc je vais déjà me baser sur mon expérience en tant que candidat, puisque j'ai moi-même eu à chercher du travail. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé Monkey-Tie, notamment, en grande partie. Et si je reprends les échanges que j'ai eus avec les candidats, on est très proche des candidats présents sur la plateforme, on prend leur retour avec plaisir. Donc pour préciser, Monkey-Tie, c'est une plateforme gratuite, généraliste, donc qui s'adresse aux ingénieurs, mais pas seulement. Alors c'était une question effectivement d'une internaute. Est-ce que Monkey-Tie s'adresse uniquement aux ingénieurs? Alors non, pas uniquement aux ingénieurs. J'ai envie de vous dire, en fait, toute entreprise qui est amenée à recruter devrait en tout cas s'intéresser à l'aspect personnalité. C'est plus de la moitié de la réussite d'un recrutement. C'est aussi simple que ça. Sur un CV, comment on montre sa personnalité? Voilà, en fait, le meilleur moyen déjà, c'est de rester soi-même. Donc, pour faire simple, être sérieux sans se prendre au sérieux. Parce que vous ne trompez personne. Je pense que Stéphane est totalement d'accord avec ça. Quand on cherche à jouer un rôle, à être quelqu'un d'autre, ça se voit très vite et on a plutôt l'impression d'avoir en face de soi quelqu'un qui est mal dans ses baskets. Donc le premier signal que j'ai envie d'envoyer aux personnes qui cherchent du travail, c'est de s'assumer, d'être elles-mêmes. Sur Monkey-Tie, vous prenez votre bilan de personnalité, ça vous en dit long sur vous. Il faut simplement, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, si j'ose dire. Il faut le prendre et avancer avec et se dire oui, je suis comme ça, mais c'est bien. D'accord. Alors, on va passer maintenant aux 3 conseils entretien. Alors, Jérémy Lamry, vous l'avez dit, il faut être soi-même. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner, Stéphane? Alors, il y a un point qui est fondamental, en tout cas pour le recruteur, c'est que le candidat soit bien préparé. Déjà, c'est beaucoup plus agréable pour nous pour avoir un échange constructif. Et ensuite, lorsqu'on a quelqu'un qui n'est pas préparé, eh bien malheureusement, lorsqu'il va nous dire être motivé sur l'entreprise, mais qui n'a pas pu regarder au moins son site web, forcément, on va avoir du mal à le croire. Sachant qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux professionnels, on peut se renseigner vraiment de manière très profonde sur l'entreprise, voire même jusqu'à la personne qui va nous recevoir. Je pense que c'est déjà la politesse que de savoir à qui on va s'adresser. Et ça, malheureusement, ça peut être rapidement rédhibitoire. Très bien. Deuxième conseil éventuellement? Deuxième conseil, c'est de s'intéresser. Alors Jérémy l'a très bien dit, soyez vous-même, pas de questions forcées, pas de questions qu'on a vues sur un site. Mais vraiment vos questions de cœur, qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur cette entreprise? Encore une fois, le job du recruteur, c'est pas d'essayer de bloquer son candidat, c'est de s'assurer qu'il soit dans le meilleur environnement pour tenter de l'évaluer au mieux et en aucun cas le juger. Donc ça, c'est un point qui est important. Pour reprendre ce qu'a dit Jérémy tout à l'heure, s'il joue un rôle, au risque d'être un mauvais acteur, mais si c'est un bon acteur, on risque de recruter la personne qui l'a joué plutôt. Qu'il joue son rôle jusqu'au bout. Exactement. Et ce qui va poser des problèmes par la suite. Le deuxième conseil, intéressez-vous, posez des questions tant sur le projet, l'entreprise, mais également sur le process de recrutement. Il y en a qui repartent de l'entretien sans savoir quelle est la prochaine étape. Assez surprenant pour quelqu'un qui s'intéresse à l'entreprise. Justement, du coup, est-ce que, j'anticipe peut-être ce que vous allez dire, poser des questions donc à la fin de l'entretien, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il faut demander directement au recruteur si l'entretien s'est bien passé? Moi, je suis plutôt pour. Déjà, ça va responsabiliser les recruteurs, puisque c'est aussi leur job de savoir donner un feedback. Alors après, un feedback à chaud, c'est toujours un peu plus compliqué, puisqu'il faut une certaine prise de recul. Pour autant, un bon recruteur sait le faire. Et je pense que déjà, de poser la question, c'est une grande preuve de courage, mais c'est surtout s'assurer que la personne en face, c'est-à-dire le recruteur, a bien reçu notre message, a bien compris qui on était. Et j'ai envie de dire, c'est finalement le dernier moment où on va pouvoir réexpliquer si tant est qu'il y a eu en effet une mauvaise compréhension du parcours du candidat. Donc moi, je suis plutôt pour.
Très bien. Eh bien, écoutez, je voudrais vous interroger sur une dernière question pour clore cette émission. C'est sur cette notion de quotient émotionnel, puisque là, nous sommes en train de parler effectivement de traits de personnalité. Hein. On est en train d'évaluer à côté des aptitudes intellectuelles, mesurées en général par le quotient intellectuel, de nos émotions. Voilà. Et a émergé ces derniers temps la notion de quotient émotionnel qui a été vulgarisée en France par Jacques Séguéla, qu'on ne présente plus, et Christophe Hague, donc un chercheur en sciences comportementales. Ils ont publié un livre en 2009 qui s'appelle Génération QE. Et selon eux, voilà, on va en finir avec le mythe de l'intelligence froide, reine du monde, pour y adjoindre le rôle décisif des émotions, reine des sens. Et pour eux, le dirigeant performant ne sera plus la personne à l'intellect surdimensionné, mais celui ou celle qui fera preuve d'appui et qui laissera place à la nécessité d'un affect suractivé. Voilà, donc il y a eu beaucoup de termes, mais est-ce que vous pensez en effet que l'on va vers une génération quotient intellectuel émotionnel, pardon. Vas-y, Jérémy, je t'en prie. Le quotient émotionnel, donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui commence à être vulgarisé, mais qui est utilisé par de très nombreuses entreprises, notamment outre-Atlantique, depuis très longtemps pour recruter les cadres supérieurs et les dirigeants. En France, c'est quelque chose qui commence à faire son chemin et finalement, on se rend compte, il y a cette expression, en tout cas ce concept au rugby. Quand vous tapez une pénalité, que vous la tapiez de 22 mètres ou de 50 mètres, vous mettez toujours la même puissance. Dans le recrutement, c'est une idée qui commence à faire son chemin. Si recruter un cadre supérieur ou un dirigeant, finalement, ça demande la même rigueur que de recruter n'importe quelle autre personne dans l'entreprise. Et c'est avant tout une histoire de coût. Le quotient émotionnel et l'intelligence émotionnelle, aujourd'hui, a des outils qui permettent de la mesurer assez simplement. Et donc, on se rend compte que ces outils deviennent disponibles, qu'ils doivent être utilisés et qu'on a beaucoup à y gagner. Stéphane Nahan, est-ce qu'aujourd'hui, on demande à un leader de savoir gérer ses émotions, de percevoir les émotions chez les autres, et c'est comme ça qu'on va générer un enthousiasme collectif? Est-ce que ça veut dire qu'on met de côté l'intellect? Alors, on parle de manager en fait, hein, et je pense que, moi, ce que j'ai toujours entendu, étant manager moi-même, le manager, c'est pas censé être la personne la plus intelligente de son équipe, la plus performante. On parle de leader. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui savait s'entourer, justement, et puis s'entourer des meilleurs. C'est parfois plus difficile de gérer des meilleurs que soi que des moins bons, et ça amène en effet à un certain nombre de qualités, de remise en question, d'acceptation, de confiance. Donc après, je dirais ça va peut-être dépendre de taille d'équipe, de taille d'entreprise, voilà pour ma part. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci aux internautes qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup et merci de votre participation active. La semaine prochaine, je recevrai Alain Marty. Alain Marty, qui est directeur de l'agence relationnelle Stratégie Club, qui est également chroniqueur régulier sur BFM et sur M6, et qui est auteur du guide du networking. Et c'est un spécialiste des réseaux d'influence. Selon lui, 80% des emplois sont obtenus grâce à nos réseaux. Alors, de quel réseau faut-il faire partie? Comment interagir avec eux? Peut-être que justement, cette aptitude, cette intelligence émotionnelle nous sert. Nous creuserons tous ces sujets la semaine prochaine. Merci beaucoup.